Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et nous exprimons en début de cette émission nos pensées de confraternelle solidarité avec tous les journalistes et techniciens qui continuent à faire leur travail d'information et de sensibilisation en ces temps difficiles de pandémie du nouveau coronavirus. Et naturellement, vous doutez bien que le sujet sera encore la principale attraction de cette émission. Et comme nous le faisons depuis des jours, nous avons à nos côtés au moins un spécialiste, une personne ressource qui nous est recommandée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un second invité pourrait éventuellement nous rejoindre, comme nous souhaitons également vivement un confrère qui sera à nos côtés pour faire les échanges avec notre invité. Mais comme il est déjà là, je vous le présente, professeur Salou, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Vous êtes biologiste? Oui, nous sommes microbiologistes. Microbiologistes. Merci d'être à nos côtés pour nous entretenir sur cette pandémie. Cette émission également, nous l'animons avec une présence aux côtés de notre sœur Thérésia Dedevi Massonia Hulede, que nous connaissons, que vous connaissez tous sous le pseudonyme d'ADD. C'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Thérésia Dedevi Massonia Hulede Dadede qui est en anniversaire aujourd'hui. Merci de la porter dans nos ferventes et solidaires prières. Comme nous allons beaucoup parler de la pandémie, de ce que nous savons, notre pensée du jour dit ceci. La maladie nous apprend qui fait le bonheur, ou l'argent ou la santé. Encore une fois, comme nous continuons à ne pas nous montrer disciplinés, nous disons que nous sommes dans un pays où nous vivons de l'informel, nous devons travailler pour manger et vivre, d'accord, mais la maladie nous apprendra qui fait réellement le bonheur, ou notre argent, ou notre santé. Eh bien, le confrère est avec nous, Joël Kossi-Vignon-Ega, bonjour. Bonjour Sass. Essayez de parler dans le micro malgré votre bavette. Merci. Eh bien, je rappelle encore nos pensées de confraternelle solidarité avec tous les journalistes du Togo d'ailleurs, nous et nos techniciens qui prenons un peu de risque pour vous informer, nous informer et nous sensibiliser sur cette maladie du virus du Covid-19. Mais Joël, un petit clin d'œil quand même à nous de la presse. Notamment ce que votre journal Fraternité paru aujourd'hui et également la dépêche, vous êtes revenu sur la mesure suspensive prise par la HAC contre nos deux confrères Liberté qui est interdit qui est suspendu de parution pendant 2 semaines, pendant que le hebdomadaire l'alternative, lui, il est suspendu pour 2 mois. Hier, sur les réseaux, j'ai pris connaissance des messages des confrères de l'alternative et de Liberté qui disent avoir pris acte
de cette suspension qui les frappe. Vous revenez sur le sujet aujourd'hui quand Fraternité écrit à la page 6 suspension des journaux L'Alternative et Liberté. Vous n'y trouvez que du zèle et rien d'autre. Oui, du zèle, rien d'autre, sinon que de l'acharnement. De l'acharnement contre ces deux confrères, parce que il nous tient de rappeler que l'article 22 de la loi organique portant qui régit la haute autorité de l'audiovisuel de la communication investit cette institution, entre autres attributions, de veiller à la promotion et à la protection de la liberté de la presse. Et on a l'impression, de toute façon, c'est ce que la HAC a laissé aujourd'hui comme image. Elle a plus une image de gendarme, de censeur de la presse. Joël, vous évoquez l'article 22, mais dans cette loi organique, on va trouver d'autres articles qui donnent également puissance à la HAC de sanctionner ceux des médias qui contreviendraient aux dispositions. Effectivement, ce n'est que, et cela n'intervient que dans le non-respect des dispositions du code de la presse, ou enfin des dispositions du secteur. Et maintenant, parlant de dispositions du secteur, même si la HAC doit sanctionner, l'article 58 dispose la HAC à procéder de façon graduelle, un crescendo. C'est-à-dire que d'abord, il y a une mise en demeure qu'on fait à l'organe. Si l'organe récidive et ou n'obtempère pas, là on peut passer à une sanction textuellement comme c'est dit, ça dit que 2 semaines pour un quotidien et 2 à 4 mois pour un bi-hebdomadaire ou un hebdomadaire. Mais le hic, c'est que dans la plainte de l'ambassadeur, on a l'impression que le quoique expatrié, il maîtrise mieux les textes même de la HAC que la HAC elle-même, que les membres, enfin que les 9 membres là qui sont à la HAC. Parce que là, dans sa plainte, l'ambassadeur, enfin, dans ce qui est écrit, ce qui nous a été envoyé, l'ambassadeur dit qu'il choisit délibérément de ne pas exercer le droit de réponse, que lui concède le code, mais il demande à la HAC d'abord de procéder par avec, enfin, je paraphrase ce qui est dans la plainte, de procéder par avertissement, enfin par dissuasion, et en cas de récidive, de faire usage des pouvoirs qui lui sont donnés pour sanctionner. Bon, maintenant, sans autre forme de procédure, la HAC va directement, alors que le monsieur n'a pas fait droit de réponse, il a refusé délibérément renoncer à son droit de réponse, mais ça n'habilite pas la HAC à sanctionner directement, à plus forte raison qu'il n'y a même pas de peine pécuniaire pour qu'on dise que les confrères sont dérobés à ça. Merci, mais dans cette décision, la HAC a quand même motivé que les 2 confrères ont été écoutés, mais la HAC trouve que ni l'Alternative ni Liberté n'ont pu avancer des preuves justifiant leurs 2 articles. Eh bien, tout est parti de la parution du confrère L'Alternative en date du 28 février 2020 qui titrait Franck Paris, l'intrigant. Alors pour sa part, Liberté, dans sa parution du 3 mars 2020, titrait lui aussi Marc Vizy, l'autre ennemi de la démocratie au Togo. Tous articles qui comportent, selon l'ambassadeur de France au Togo, des accusations graves, infondées et calomnieuses contre sa personne et contre la France qu'il représente chez nous ici. Autre journal qui s'intéresse à ce sujet, c'est le confrère La Dépêche, qui publie, lui, à la page 4, une lettre ouverte qu'un groupe de 67 journalistes ont adressé depuis le 19 mars 2020 à Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Dans leur correspondance, les signataires qualifient les actes de l'ambassadeur français au Togo comme une forme d'arrogance, de mépris, de complexe de supériorité et de l'impression illusoire d'être en toute impunité en terrain conquis. Mais comme je le disais, j'ai lu hier sur les réseaux les réactions des confrères de Liberté et l'Alternative qui disent avoir pris acte de la suspension qui les frappe. Mais normalement, vous savez, cet exercice auquel la HAC s'est appliqué doit servir de cas d'école. Vous savez que il faut qu'on saisisse la balle au bon
pour relever tout ce qui est anomalie, tout ce qui est excusez-moi, mais il y a des propos novices que les gens tiennent. Mais quand vous demandez à des journalistes de donner la preuve de ce qu'ils écrivent, vous leur demandez de révéler leurs sources. Et moi, j'ai été plus que perplexe quand cette demande est venue de la HAC, des confrères. C'est-à-dire que les 9 membres qui sont là sont censés avoir fait au moins 10 ans dans la corporation et avoir été assez rodés. Mais c'est en cela que moi je remets toujours en cause la composition de la HAC, parce que vous voyez la HAC là-bas, c'est des cooptations, ce ne sont pas des élections, c'est-à-dire que la composition même de l'institution pose problème. On a chaque fois posé le problème là, et il faut au moins ne serait-ce qu'on prenne l'exemple du Bénin, où les gens ont l'onction de leur père, les pères les reconnaissent comme ayant fait du chemin, parce que ce n'est pas facile de gérer une organe de presse, mon frère. Merci. Et merci. S'il te plaît, mais quand on demande d'apporter les preuves, vous le demandez. Joël, nous ne faisons pas le débat sur la HAC, mais sur la mesure, sur les 2 mesures qu'elle a prises. Et comme vous parlez de la composition de la HAC, c'est quand même une loi qui a défini les critères. Je crois savoir que sur les 9 membres de la HAC, certains sont élus par les députés à l'Assemblée nationale, d'autres désignés notamment par le président de la République. Donc c'est la loi, peut-être qu'il faudra changer la loi avant d'aller à autre chose, mais également pour revenir terminer avec ces 2 décisions, les décisions disent que les mesures ont été prises par l'ensemble des 9 membres de la HAC, et parmi les noms, on voit que même le confrère Zeus Komi Aziarouvo, fondateur de Liberté, même s'il a concédé le titre de députation à Medal MTP, donc le confrère Zeus a fait partie des réunions, pourquoi pas signataire même, des décisions qui frappent l'alternative et Liberté. Et pour terminer, les 2 confrères disent avoir pris acte, et nous attendons incessamment Liberté dans 2 semaines et l'alternative dans 2 mois. J'avoue que ces 2 journaux manqueront au club de la presse pendant ce temps, mais le temps va vite passer, Joël. Oui, le temps va passer, mais douloureusement parce que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous sommes quelques rares à mener encore le débat le débat critique et de construction. Aujourd'hui, nous venons d'être privés de 2 ailes de 2 partenaires très importants, et pendant 2 mois, pendant 2 semaines, que les auditeurs, enfin les lecteurs souffrent de cette décision arbitraire et presque de godilot que la HAC vient de prendre. Merci Joël. Avant que vous arriviez, j'ai annoncé que nous allons encore parler de Covid-19 aujourd'hui, avec la pandémie dont le bilan à l'international et chez nous ici donne vraiment la peur au ventre. Et pour nous entretenir sur le sujet, nous avons le professeur Salou, qui est microbiologiste, qui est la personne ressource que nous recommande le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Juste pour introduire le sujet, les 2 parutions que j'ai aujourd'hui, le journal papier, je n'ai que La Dépêche et Fraternité. Je ne sais pas si les autres n'ont pas pu paraître, ou bien s'ils sont dans les kiosques et c'est moi qui n'ai pas pu les avoir. Mais ce que je sais aussi, c'est mercredi, nous parlons généralement santé avec le journal Santé Éducation, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais je puis vous dire que Santé Éducation est bien sorti, mais cette fois-ci en version numérique. Et si vous voulez en avoir, vous contactez le www.santéeducation.tg, www.santéeducation.tg, ou bien vous composez le 90 05 09 89. 90 05 09 89. Et vous allez disposer de la version numérique de Santé Éducation. Alors, pour ce qui est des 2 journaux papier parus aujourd'hui, naturellement, le Covid-19 est en bonne place. Et Joël, votre journal y consacre un dossier spécial. Effectivement. Alors, dans ce dossier, il y a beaucoup d'articles comme vous demandez quelle gestion le gouvernement fait-il des 2 milliards de francs CFA décaissés en Conseil des ministres déjà la semaine dernière. Vous parlez du personnel hospitalier, notamment le Synfot, au combat. Vous écrivez Covid-19, le yes conditionné des médecins togolais, le Synfot au combat, et également coronavirus du jour. Que fait-on de la coopération avec la Chine? Et toujours avec l'observance ou non des mesures barrières.
Vous écrivez quand on s'amuse avec la vie des employés de la zone franche. Là, un petit mot sur cet article, Joël. Oui, il y a une volonté désinvolte de ne pas respecter les consignes prescrites par les autorités du pays en matière de barrières à hisser contre le Covid-19. Comme par exemple, même dans ce studio, nous parlons casque cache-nez, avec les cache-nez. Et nous limitons drastiquement les places au studio. Effectivement, et vous limitez drastiquement les places au studio. Voilà, par exemple, pour cette salle, ce studio de 5 mètres sur 3, 3 personnes seules sont autorisées ici. Mais vous allez à Amina, par exemple, où les agents travaillent, les employés travaillent dans une promiscuité inouïe. Mais on a refusé pendant longtemps de leur remettre les casques. On l'a refusé les masques plutôt. Excusez-moi, les masques, hein, mais même ne serait-ce que les lave-mains, les désinfectants, les agents n'en ont pas eu droit jusqu'à ce qu'ils ont dû lever la voix pour si peu. Ils ont dû recourir à la grogne pour si peu avant qu'on ne daigne leur remettre le minimum. Et les casques sont remis pour combien de temps? Mais quand vous, au-delà, il y a une autre qui est dans le cosmétique dans la zone franche, qui également choisit de ne pas respecter. Normalement, même ça, il devait même réduire, comme ça, par Canal le fait ici, réduire même l'effectif. Parce que le Covid, les mesures barrières de Covid-19 ont forcément implicitement une incidence sur l'économie. Et il faut que chacun contribue, accepte de perdre un peu. Merci, donc, c'est vrai que... On ne sait pas pourquoi l'association... c'est la SAZOF, c'est ça? La société d'administration de la zone franche. Oui, la société d'administration de la zone franche, même l'union des patrons, le patronat de la SAZOF, ils ne disent rien sur ça. L'État également ne dit rien. Pourtant, ce sont des Togolais, au même titre que nous, qui sont exposés là. Merci, c'est vrai que des plaintes nous parviennent depuis lundi, des conditions dans lesquelles les travailleurs de la société Amina et de sociétés de la zone franche travaillent. Mais peut-être que ces sociétés pouvaient prendre exemple sur l'ambassade des USA au Togo, qui a informé que depuis 2 jours, elle fait service minimum pour dire que certains services ne sont plus rendus pour protéger son personnel. Nous apprenons que depuis hier également, la BOAD et certainement d'autres institutions régionales, sous-régionales, ont mis une bonne partie de leur personnel en congé technique. Et EcoBank également qui informe depuis hier que certaines agences sont fermées et que pour les autres, c'est un service minimum. Et nous apprenons également que la Caisse nationale de sécurité sociale protège son personnel en mettant une partie en congé technique, question de faire roulement, question de sécurité. Eh bien, professeur Salou, avant d'engager le vif du sujet, votre réaction sur cette information. Certaines sociétés de la zone franche comme Amina, où les gens continuent à travailler dans la promiscuité sans les mesures barrières que recommande le gouvernement, pendant que de l'autre côté, l'ambassade des USA au Togo, la BOAD, EcoBank et la CNSS prennent les dispositions courageuses. Merci, Sass. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vous remercier de l'opportunité et rappeler que je devais être ici avec un confrère clinicien qui, malheureusement, à la dernière minute, a été empêché. Cela dit, je crois, pour ma part, ce qui est capital, comme l'a dit tout à l'heure votre confrère, c'est le respect des mesures barrières. Et le gouvernement a édicté des mesures à respecter. Et si je m'en tiens au premier communiqué, face à la loi d'appliquer les mesures qui s'imposent pour les contrevenants. Mais il est important de continuer par sensibiliser, parce que tout à l'heure, quand je l'ai écouté, progressivement, les agents ont commencé à être pourvus en solutions hydroalcooliques, même si ce n'est pas en quantité suffisante. Nous ne devons pas oublier, j'allais dire, la grande pénurie ou la difficulté d'approvisionnement que nous avions eu jusqu'à hier, où des équipements de protection sont arrivés. Je pense que une telle émission est une opportunité pour sensibiliser, pour rappeler aux uns et aux autres au respect strict des règles que le gouvernement
donne à l'endroit de la population. Merci, mais Joël, pour ce qui concerne ce dont nous avons besoin pour mettre en sécurité dans la discipline, il y a cette information. Hier, la promesse faite par le milliardaire chinois Jack Ma s'est réalisée. Un vol a déposé à l'aéroport de Lomé-Tokoin hier un lot de réactifs pour les dépistages, et également de bavettes, de solutions hydroalcoolisées et bien d'autres choses. Et j'apprends même qu'il y a des combinaisons pour le corps soignant qui serait au contact des cas avérés. Oui. Là, c'est un peu d'oxygène qui est donné non seulement au corps médical, mais à toute la population. Non, c'est un peu d'oxygène donné au corps médical. Nous en félicitons. Et tu vas voir que dans notre parution, justement, on en a parlé. On a parlé de cette promesse que Jack Ma a fait et qu'est-ce que le Togo fait là-dessus. Mais bon, heureusement, le temps que la version papier soit imprimée, etc., on a appris notamment que l'avion a atterri. Et peut-être que Jack Ma a entendu les cris de... non, il avait fait sa promesse avant même votre non, article. Peut-être que le cri du Saint-Fort a accéléré cette diligence de Jack Ma. Mais je voudrais juste demander à... On va y venir, mais merci à Jack Ma qui nous a envoyé ce lot. D'accord. Mais voilà un individu, un milliardaire chinois, qui apporte son assistance matérielle à tout un continent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas 1, 2, 3 Jack Ma ici en Afrique? Et ce que l'individu Jack Ma fait, comment est-ce que des États ne puissent pas le faire? Bon, maintenant, je rappelle aux amis auditrices et auditeurs que à partir de 12h, vous avez le temps d'entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour poser vos questions directement à notre invité qui est là pour vous écouter, vous répondre. Mais comme vous êtes nombreux, merci de faire bref. Chacun fait une intervention d'1 minute pour laisser la chance à un maximum de personnes de nous enrichir. Eh bien, professeur Salou... Entre-temps, on est passé à 23. Professeur Salou, il est 11h24 au chronomètre du studio de Canal FM. Quel est le bilan qu'on peut établir à cette heure sur la pandémie du coronavirus chez nous, ici au Togo? Merci, Sas. Au point fait ce matin au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous étions donc à 23 cas confirmés positifs, dont un guéri. Donc hier nous étions à 20. Non, hier nous étions à 20. Dont un guéri. Et ce matin, au point qui a été fait, nous étions donc à 23 cas positifs confirmés, dont un guéri. Ok, alors on s'en tient aux 22 cas encore malades. Je présume qu'ils sont pris en charge. Oui, ils sont pris en charge. Et je voudrais à ce propos ne pas demander à la population de ne pas s'alarmer. Ils sont très bien pris en charge. Ils sont donc pris en charge dans le centre qui a été identifié à cet effet, le CHR Lomé Commune, l'hôpital chinois. Merci. Alors, un peu de pédagogie. Voulez-vous revenir sur les voies de transmission de ce fameux coronavirus? Merci. C'est un virus de transmission aérienne, plus principalement par les gouttelettes, un peu comme ces aérosols lorsque vous parfumez vous donnez un parfum à vaporiser. Et donc, lorsque nous parlons, ce sont ces gouttelettes-là qui peuvent être à l'origine de la contamination. C'est pour cela que le respect de la distance minimale de 1 mètre a été donc proposé. Maintenant, il s'agit d'un virus nouveau, comme on le dit, mais qui peut séjourner sur des surfaces inertes, sur des tables, sur les poignées des portes, entre des heures, pour les études qui nous ont été rapportées, à quelques jours. Et c'est pour cela que les mesures de désinfection de ces poignées de portes, les mesures qui nous imposent de nous laver les mains, après, j'allais dire, contact avec tout objet qui est potentiellement infecté. C'est un virus, comme je l'ai dit, de transmission aérienne, mais lorsque je parle, si j'ai
un écran, un téléphone portable, je peux le contaminer. Et donc, tous ces éléments deviennent donc des sources intermédiaires de transmission. Et c'est pour faire barrière à l'éjection des particules de nos nez et bouches que nous portons la bavette. Voilà. Et ensuite, comme le virus peut se poser sur d'autres surfaces, la table, le micro, la poignée, le téléphone ou le clavier de notre ordinateur, c'est pourquoi encore la mesure de nous laver régulièrement les mains au savon, à la solution hydraulique alcoolisée ou bien dans nos villages avec la cendre. Et puis également pour éviter que nous nous contaminions, cette mesure d'une distance de 1 mètre minimum entre nous. Oui. Eh bien, nous en viendrons quel est le respect que nous faisons de ces mesures. Maintenant, voulez-vous nous parler des symptômes? Quand quelqu'un est contaminé par le coronavirus, comment est-ce que la maladie se manifeste dans son organisme? Merci. Pour les symptômes, peut-être vous êtes sans ignorer qu'au début, on a comparé la maladie un peu à la grippe. Et donc, il s'agit d'un sujet qui va tousser, qui aura donc de la fièvre et qui peut avoir des douleurs articulaires. Le nez peut même couler. Mais il s'agit surtout d'une toux qui est sèche. Et comme je l'ai dit tantôt, la maladie est nouvelle, la documentation continue. Et il est rapporté déjà la perte de l'odorat dans certains cas, la perte même du goût. Et l'humidité recommande que pour le moment, nous prenons tous ces signes au sérieux. Et j'ai même vu des affiches. Mais lorsque vous toussez, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs articulaires, appelez le 111. Vous restez chez vous, vous appelez le 111. J'ai vu cette affiche ce matin, par exemple. Bien, le 111 également, mais avant le 111, on nous a également annoncé 2 numéros que nous allons nous rappeler à nous tous. Bien sûr, le 111, mais aussi une seconde, le temps que nous nous assurions de ce que nous allons dire. Oui, également le 22, 22 20 73, ou encore le 91 67 42 42. Donc, en cas d'un cas suspect, on appelle l'un de ces numéros. Alors, professeur, quand on parle de maladie avec tout le dégât fait, les gens peuvent tomber dans des formes de psychose. Il ne s'agit ici nullement d'alarmer quiconque. Et si on a un cas suspect, on ne peut que recourir à ce numéro-là. Et c'est un test qui va vraiment situer si c'était une peur, une simple peur ou bien un cas avéré. Effectivement, il s'agit donc de confirmer ou d'infirmer lorsque il y a une suspicion, comme vous l'avez dit. Et ce test-là est réalisé au Togo. C'est cela qui nous a permis déjà d'identifier les cas positifs à ce jour. Ce test est réalisable. Il est fait à l'Institut national d'hygiène. C'est un test qui est disponible au Togo. Oui, Joël? Non, je voulais juste savoir, est-ce que dans le kit que M. Jacquemin a envoyé, est-ce qu'il a envoyé ceux dont il dispose ou bien c'est sur demande du Togo? C'est-à-dire que ce sont des besoins qui lui ont été formulés. Et est-ce que dans ces kits-là, il n'y a pas de dispositifs pour les tests, des tests de grande masse, des tests de masse? Oui, je vous vois venir. Je crois que ce que je sais, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, ce philanthrope a fait don à tous les pays d'Afrique en mettant les masques, les gels, les équipements de protection individuelle et des tests. Pour l'instant, les tests approuvés par l'OMS sont les tests qui sont réalisés à l'INH. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il y a des tests que nous appelons des tests de diagnostic rapide, qui pour le moment ne sont pas encore proposés par l'OMS, pour lesquels il faut des évaluations, parce que c'est des tests qui détectent ici des anticorps. Et lorsque vous êtes en contact, surtout qu'il y a des sujets asymptomatiques, lorsque vous êtes en contact avec le virus, vous n'avez pas les anticorps en même temps. Même hier, si vous avez suivi l'émission de Santé d'abord, on vous a même dit il y a des tests
qui détecte, j'allais dire, le matériel génétique du virus. C'est un peu comme le chef de l'état de ce virus. Si vous l'avez, ou dans les premiers instants, il peut ne pas avoir suffisamment de matériel et ce test peut se révéler dans un premier temps négatif. C'est pour ça qu'on fait un suivi des patients. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas encore de tests préqualifiés OMS en termes de tests rapides. Mais je pense que cela ne saurait tarder. Merci. Le lot de Jack Ma qui est arrivé hier est l'occasion pour nous de joindre notre voix à cet appel du Saint-Faute. Le Saint-Faute qui lance lui aussi une campagne officielle. Appel aux dons, solidarité personnelle soignant Togo. Aidez-nous à combattre le Covid-19 au Togo. Ensemble, sauvons des vies, dit le Saint-Faute. Et à quoi vont servir nos dons? À équiper, à fournir des équipements de protection au personnel soignant et administratif des hôpitaux, à sensibiliser les populations sur l'ensemble du territoire national et à former le personnel soignant dans les cas d'épidémie. Donc s'il y a de bonne volonté ici au Togo, en Afrique, qui peuvent se joindre au philanthrope chinois Jack Ma, ces bonnes volontés sont les bienvenues. Oui, je reviens à vous, Joël, les gars. Oui, j'avais une question à M. Saloumé sur cette demande du Saint-Faute. Du Saint-Faute. Cette demande alimente l'interrogation que nous avons posée sur l'utilisation des 2 milliards décaissés. Si on décaisse 2 milliards, nous estimons que l'urgence serait d'abord de fournir suffisamment de matériel au personnel soignant. D'abord, normalement, les 2 milliards devaient déjà... Parce que ces 2 milliards ont été décaissés, ça fait au moins une semaine que on a mis une semaine pour prendre la décision de faire du CHR ancien hôpital chinois le lieu de traitement de tous les cas révélés. Donc quel usage est fait de ces 2 milliards? Parce que nous avons appris que des gens projettent déjà terminer leur maison, se réaliser dans ces 2 milliards. Maintenant, oui, je vous comprends, Joël, mais professeur Salou, c'est une question qui nous revient ici souvent, mais nous ne sommes pas la personne autorisée. Alors comme vous êtes la personne ressource du ministère de la Santé, est-ce que vous pouvez nous situer sur l'utilisation que l'État prévoit ou bien fait déjà de ces 2 milliards qui ont été décaissés en Conseil des ministres depuis le 16 mars dernier? Professeur Salou? Merci. Je crois que je suis une des personnes ressources du ministère de la Santé, pas la personne ressource. Deuxième chose, en ce qui concerne les 2 milliards, vous voudrez bien que je ne puisse pas vous en dire plus. Parce que moi, je suis technicien, je suis microbiologiste. Mon point de vue, qui est personnel, rejoint un peu la proposition du Saint-Faute. Là où nous nous trouvons, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. Mon problème, il est le suivant. Qu'est-ce que nous faisons pour mettre fin à cette pandémie? Qu'est-ce que nous faisons pour limiter la propagation de la maladie? C'est beaucoup plus ces questions que je me pose et il me semble qu'il est vraiment pertinent aujourd'hui que Togolais que nous sommes, Ali Baba a donné, Jack Ma a donné l'exemple, mais je voudrais que Togolais, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, que chacun voit de son côté qu'est-ce qu'il peut faire. Tiens, moi, j'ai du gel savon liquide, ça peut servir à se laver les mains. Je suis prêt à offrir, je m'approche des autorités compétentes pour manifester, faire parler mon cœur. J'ai de l'alcool, j'ai les intrants nécessaires pour préparer la solution hydroalcoolique. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'on l'achète? Qu'est-ce que je peux apporter pour aider la population? Je peux avoir des masques de protection pour le personnel soignant. J'ai vu la dernière fois à la télé, en Italie, en France, où des restaurateurs des pizzas, des sandwichs ont apporté au personnel soignant pour les soutenir dans cet effort. Je veux voir un peu les choses dans cette approche. Et un peu dans ce sens, l'épervier Fodo là-bas, qui joue dans un club au Moyen-Orient, a fait parvenir également au personnel soignant des dons pour soulager un peu les peines
du personnel soignant et un peu équiper le reste de la population. Voilà. Oui, Joël? Oui, M. Salah parlait tout à l'heure de la nécessité, l'urgence de limiter la propagation du virus. Mais nous sommes perplexes d'avoir découvert que la mise en quarantaine, jusqu'à ce qu'on ne choisisse le hôtel Les Béné pour la transition. Voilà, pour la transition de ceux-là qui sont venus de l'extérieur. Jusque-là, la mise en quarantaine était délibérée carrément. La mise en quarantaine était délibérée et le comble est que ceux qui sont revenus sur les vols d'avant la suspension des vols, le 18, 19 et 20, sont rentrés allègrement chez eux sans aucune condition de mise en quarantaine, sans personne qui les contrôle. Et, oui. Oui. Professeur Salou. Oui. Avant votre réponse, Joël, c'est quand même pour rappeler que il y a les propos du colonel Nyamalata de l'aéroport qui est diffusé sur nos antennes ici. Le colonel Nyamalata a affirmé que depuis que le gouvernement a siégé le 16 mars, tous les vols venant de l'extérieur ont été rigoureusement filtrés. Les personnes suivies, déposées par les soins de l'aéroport à leur domicile, et qu'un suivi bi-quotidien est fait pour s'assurer que les personnes se soumettent à cette obligation. Et il suffira que je le dise le directeur général de Canal FM, qui est rentré depuis le 19 mars, est en auto-isolement chez lui à domicile. Il ne vient pas à la radio, nous n'allons pas lui rendre visite. Je présume que tous ceux qui sont rentrés ces derniers temps s'autodisciplinent autant. Là, c'est mon commentaire maintenant, professeur. Sur la question, est-ce que le ministère de la Santé, l'État togolais, fait suivre rigoureusement l'auto-isolement pour ceux qui sont rentrés des pays contaminés ces derniers temps? Oui, je peux répondre par l'affirmative, oui. Ce matin encore, la directrice régionale de Lomé Commune a encore insisté sur ces faits et a fait part des besoins pour faciliter encore cette activité-là. Tous les voyageurs sont bien tracés et visités en ce moment. Dans le rapport de ce matin, ce qui nous reste, qui est un problème pour tous, c'est cette discipline pour tous ceux qui seraient des cas contacts. Je voudrais peut-être faire une digression. Il ne faut pas que les gens attendent de se croire comme Saint Thomas pour voir et croire. La maladie est réelle. Il ne nous appartient plus aujourd'hui de vouloir faire de la ruse. Parce qu'il y en a qui donnent des numéros sur lesquels ils ne sont plus joignables. C'est des possibilités. Et ça, vous n'allez pas faire le procès de celui qui est chargé de faire le suivi si j'appelle que je ne peux pas tomber sur vous. Ça, c'est une difficulté. C'est pour cela que je voudrais revenir et avoir en mémoire ce que j'ai appris quand j'étais à l'auto-école, quand je faisais mon permis de conduire, où le moniteur nous disait, lorsque vous conduisez un véhicule, vous conduisez celui de devant et celui de derrière au moins. Ça fait au moins 3 véhicules. Aujourd'hui, il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous sachions que je ne suis pas seul, je ne vis pas seul. Et que tout acte que je pose peut être préjudiciable pour l'ensemble de la communauté. C'est un peu, professeur, c'est un peu cette indiscipline dont nos amis italiens se sont montrés coupables et qui les expose aujourd'hui à cette hécatombe. Alors, revenons justement dans le sens de la discipline. Les mesures, encore une fois, à savoir se laver les mains, observer la distance d'1 mètre par rapport à ses voisins, porter la bavette et les gants dans certains milieux. Mais professeur, le constat est fait que nos compatriotes ne respectent pas ces mesures, notamment dans les marchés, dans les boutiques, les vendeurs ambulants. Il y a des quartiers où les gens organisent encore des matchs de football, au point que le président de la Fédération togolaise de football a dû sortir hier pour sonner encore l'alerte. Professeur. Oui, c'est malheureux, c'est dommage. Hier encore, j'entendais le SG le dire à l'émission sur ce spot qui est passé sur WhatsApp, où on a dit
La discipline a aidé les Chinois, l'indiscipline est en train de tuer les Européens et l'insouciance va faire disparaître l'Afrique. Je ne crois pas. Ça, c'est vraiment joliment dit. Voilà. Mais je ne crois pas que nous soyons aussi insouciants que cela. Je veux comprendre, je veux croire que les émissions telles que nous sommes en train de les faire en ce moment, en français, en langue vernaculaire, vont aider les uns et les autres à comprendre que le mal est réel et que il s'agit de respecter rigoureusement ce que le gouvernement propose. Il y a 6 mois, on n'a demandé à personne de rester chez lui. Aujourd'hui, il faut que les religieux, musulmans, chrétiens, les organisations de groupes de prière, jusqu'aux répétiteurs, il faut qu'on interdise tout cela. Un répétiteur qui peut visiter 3-4 ménages par jour, peut-être, il ne sait pas qu'il est dangereux, mais d'un ménage à un autre, il y a des risques. Hier, je prends cette émission en référence où il a été dit, si je n'ai rien à faire, il serait intéressant que je reste confiné chez moi à la maison. Mais il se fait que nous vivons de l'informel et à l'informel Togo, et des gens, quand vous les approchez, vous leur dites, ils vous répondent que ils doivent sortir, soit comme émigrants, soit comme revendeuses, comme ceci et cela, avant de pouvoir vivre. Alors, professeur, dans ce contexte où l'informel nous contraint à sortir, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement à la population? Dit à la population d'observer les mesures proposées en ce moment pour la prévention, les mesures barrières. Le lavage des mains à l'eau et au savon. Je reviens là-dessus, c'est une mesure capitale. La distanciation sociale qui a été proposée. Le port de masque. Et pour ma part, progressivement, on constate quand même qu'il y a une prise de conscience. Mais peut-être il faut qu'on insiste davantage parce que ce que nous courons, si nous restons indisciplinés, le pire va arriver et je ne sais même pas si nous aurions nos yeux pour pleurer. Parce que c'est une maladie, si elle devient grave, elle est mortelle. Alors pour nous donner une idée de la dangerosité de ce fameux coronavirus, d'après un bilan établi hier mardi 24 mars à 19h, selon les sources de l'agence France Presse, dans le monde entier, il y avait 404 020 cas pour 18 259 décès. 175 pays et territoires étaient touchés dans le monde. Et en Afrique, toujours hier, le 24 mars à 19h, selon l'AFP, il y avait 2137 cas et 62 morts. Et comme le dirait professeur, le coronavirus, ce n'est pas une fiction. Et vous disiez tantôt, vous nous invitiez à arrêter de jouer au Saint-Thomas. Oh oui. C'est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est des données. Mais je sais que votre émission est une émission de grand audimat, mais il faut qu'on touche le concret. Aujourd'hui, le Togo, c'est 23 cas. Les données que nous avions en notre possession, le Ghana, jusqu'à hier, c'était 27 cas. Le Burkina Faso, c'est 99 cas. La Côte d'Ivoire, 25. Le Nigeria, 22. Vous voyez déjà les pays limitrophes du Togo et j'allais dire les pays qui sont à un pays près de nous, tous ces pays ont des cas positifs. Si nous suivons... Et avec même des morts, notamment au Burkina, on annonce même un mort au Ghana. En RDC également. Voilà. Non, j'ai voulu même me limiter déjà dans l'aire géographique Afrique de l'Ouest pour dire qu'il est important que nous changeons de comportement. Il est important que nous respections toutes les mesures, je vais revenir là-dessus, sur toutes les mesures édictées. Elles vont évoluer. Il y a des questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, vous avez parlé de cas, la notion du marché. C'est des questions très, j'allais dire, complexes, mais les autorités suivent les choses de près. Et je n'ai aucun doute, au besoin, les mesures vont suivre. Et pour les mesures, encore rappeler ceux qui anticipent déjà, notamment l'ambassade des USA au Togo, qui a fermé certains de ses services, comme la BOAD, comme Ecobank, comme la CNSS. Voilà quand même des gens qui comprennent l'urgence du moment et qui commencent à prendre des mesures idoines. Mais là-dessus, professeur, on relève également que
il y a d'un côté l'indiscipline de la population, mais également l'État lui-même qui n'arrive pas à faire respecter certaines de ces mesures. Depuis le vendredi dernier, il avait été déclaré que les villes comme Lomé, comme Tchévié, comme Sokodé, comme Palimé sont bouclées. Or, les gens continuent à voyager d'une ville à l'autre. Professeur. Oh, oui, vous l'avez vu comme moi. J'ai suivi le journal télévisé hier à 20h où des commissaires de ces localités ont donné, j'allais dire, des directives fermes pour les contrevenants. Parce que une chose, c'est que l'État dit ce qu'il faut faire. Mais il faut que nous accompagnions l'État. Je vais revenir sur cette indiscipline. Il y en a qui vous diraient qu'ils ont été un peu surpris par la mesure. Parce que peut-être ils étaient en mouvement. Mais on nous demande de rester confinés, de faire le moindre mouvement possible. On demande de respecter le bouclage des villes. Mais lorsque le communiqué a été dit, les marchandises peuvent circuler. Cela voudrait dire que tout ceci peut se faire avec un encadrement. Alors, à ce niveau-là, il y a une anecdote. Il y a un ami qui s'est retrouvé à Kara et qui a été surpris par la mesure, bien sûr, mais il a quitté Kara le lundi vers 18h. Mais c'est tôt ce matin qu'il est rentré à Lomé. Donc, plus de 24 heures pour rallier Lomé à partir de Kara. Et d'après les indiscrétions, ils ont été bouclés, arrêtés par moment. Mais ils ont quand même réussi à passer. Et Joël, il se révèle que les conducteurs du bus et certains passagers ont dû approcher les forces de sécurité. Je ne veux pas dire qu'ils leur ont graissé la patte. Et c'est comme ça qu'ils ont contourné la mesure gouvernementale. Joël. Oui, nous avons chaque fois tambouriné sur le fait que les valeurs ont périclité dans notre pays. Juste parce que l'autorité même ne sert pas de bon exemple. Mais quand face à la crise, il y a une récession économique, c'est clair. Il y a une récession économique, c'est clair. Et quand vous voyez des hommes en treillis qui, des fois, même vous apostrophent, ils apostrophent, c'est-à-dire que même sans la crise, des hommes en treillis apostrophent des usagers de la route pour demander leur générosité. Mais ça, il y a problème quelque part. Mais au-delà, tu as parlé du tronçon Lomé-Kara, mais quand vous allez même à Frao, dans les frontières, vous savez que nous avons une frontière ouverte à plusieurs niveaux, à part ce qu'on a officiellement à Flao ici. On a une frontière ouverte à plusieurs niveaux. Mais le passage est toujours négocié. Même à l'heure où je vous parle, le passage est toujours négocié. À coup de générosité, l'homme en treillis vous laisse passer parce que on n'a pas instauré le non à la corruption en valeur. Raison pour laquelle nous avons trouvé nécessaire de revenir sur la question de 2 milliards. Mais si tu permets, je vais poser une question au professeur Salou. Professeur, il y a aujourd'hui un débat que personnellement, moi, je trouve stérile, que je trouve mercantiliste sur cette solution médicale, la chloroquine, qui, du moins, a fait ses preuves sous certains cieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lors de vos réunions, la question de la chloroquine est posée clairement sur la table pour voir, parce que c'est en cela que nous parlons de l'utilité que nous faisons de notre coopération avec la Chine, où la Chine a quand même utilisé cette solution-là pour hisser aujourd'hui une barrière contre pour dégager l'ombre qui couvrait son pays depuis 2 mois avec cette histoire de coronavirus. Mais est-ce que la question de la chloroquine est aujourd'hui posée clairement au niveau du ministère pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'approvisionner en cela? Merci, monsieur le journaliste. La question de la chloroquine est posée clairement et des mesures ont été prises d'ailleurs pour qu'un petit stock de sécurité soit disponible dans le pays parce que cette chloroquine-là doit être administrée au cas grave pour l'instant. Je voudrais rappeler que la chloroquine n'est pas à visée préventive. Donc, curative. Comme c'est à visée curative et que vous avez des patients asymptomatiques, c'est là où l'équipe de prise en charge joue son rôle. Elle observe
Elle regarde les patients avec des comorbidités, des patients à risque, pour que, pour l'instant, quoique on n'a pas encore des résultats qui infirment ou confirment, les autorités ont pris le devant. Mais ça ne coûte rien de pécher par excès, surtout que cette molécule est bien tolérée. J'allais dire, les gens, les personnes d'un certain âge dans ce pays ont toutes goûté au moins une fois à la chloroquine. Donc cette molécule existe, même si elle n'est pas à grande échelle, puisqu'elle avait été supprimée. Une seconde, professeur. Les auditeurs me signalent que votre micro a quelques difficultés. Les techniciens vont réparer ça rapidement, s'il vous plaît. Reprenez, professeur. Je disais, en ce qui concerne la chloroquine, oui, allez-y, professeur. En ce qui concerne la chloroquine, il y a quand même un petit stock de sécurité dans le pays, et cette chloroquine-là devra être administrée au cas grave, surtout. Ce matin, nous l'avons encore évoqué, il y a un petit stock. Et je rappelais que la chloroquine n'est pas à visée préventive. Ce n'est pas pour faire de la prévention. La chloroquine n'est pas ici pour faire de la prévention. Ce n'est pas dit que lorsque je vais consommer la chloroquine, je ne veux pas attraper le virus. C'est pas ça. C'est pour... Cette chloroquine-là sera administrée, comme je l'ai dit, pour l'équipe de prise en charge à des patients qui en auraient besoin, c'est-à-dire les patients présentant des comorbidités ou des patients avec des signes, en tout cas, qui témoignent de la gravité de l'affection. Mais professeur, j'ai été témoin d'une forme de ruée vers la chloroquine. Des gens qui sont allés dans la pharmacie, des gens en ont acheté 1-2 boîtes, et des gens m'ont dit que eux-mêmes, ils le prennent à titre préventif. Alors, à l'endroit de ces personnes-là, quel est le message que vous, médecins, vous voulez leur dire? Bon, sans détour, c'est une erreur. Vous n'êtes pas spécialiste. Il faut se fier à ce que les médecins, ce que le pays recommande. Pour l'instant, la chloroquine a été évaluée à petite échelle. Les essais continuent. Mais le pays, comme j'ai dit, a pris sur lui d'avoir un petit stock de sécurité. Mais il n'est pas question pour la population de se ruer à la recherche de la chloroquine en disant je veux faire un stock de sécurité ou alors je veux le prendre pour me prévenir. Ça n'a pas de sens. Merci. Nous en venons maintenant à la façon dont le gouvernement gère cette crise de pandémie. Hier, on a vu le chef de l'État recevoir en audience des professeurs, notamment le professeur Iou Ateba. Il y avait également le président de l'ordre des pharmaciens, également le président de l'ordre national des médecins du Togo. Alors, quelle est l'organisation que l'État a mise en place pour gérer cette crise de pandémie? Oui, comme vous l'avez dit, la crise est gérée directement par le président de la République. Mais au ministère de la Santé, il est créé une cellule sectorielle de gestion de la crise à la pandémie Covid-19, avec les différentes composantes qui impliquent tous les responsables, j'allais dire des divisions, des directeurs, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi les institutions et agences gouvernementales, comme la CAMEG, l'INAM, les représentants des assurances, les institutions de la santé, les plateformes du secteur privé de la santé, les ordres professionnels, ainsi de suite, et même les partenaires bilatéraux et multilatéraux font partie de cette cellule de crise. Et à cela s'ajoutent les personnes ressources dont on fait appel si besoin est. Mais hier, à ce plateau, un confrère relevait que les leaders d'opinion, notamment les leaders religieux, les grands animateurs que nous connaissons tous dans nos villes, quartiers, campagnes, ne feraient pas partie de cette organisation du ministère. Professeur? Bon, dans l'arrêté que je vous ai lu, pour l'instant, c'est la composition de cet arrêté-là que je vous ai décrit. Mais effectivement, il s'agit d'un fléau social et donc tous les acteurs, à divers degrés, ont leur rôle à jouer. J'ai retenu de cette cellule-là, si quelqu'un a quelque chose à apporter, les portes sont ouvertes.
Merci, merci professeur. Mais si les portes sont ouvertes, mais bon, il faut que ça soit dans un cadre officiel. Or, l'arrêté ne les prend pas en compte. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui retoucher l'arrêté, élargir plus la composition de cette équipe-là pour qu'elle soit plus inclusive? Je suis peut-être d'accord avec vous, d'une part, mais d'autre part, je crois qu'il ne fallait pas perdre de vue aussi que c'est pour des réunions et donc le nombre doit être pris en compte. Si nous demandons d'éviter les réunions avec plus de 15 personnes, il faut que déjà le ministère donne lui-même l'exemple. Mais c'est des pistes. C'est des pistes. Eh bien, au jour le jour, le nombre des cas augmente. Malheureusement, hier on était à 20, ce matin on passe à 23 avec un cas guéri. Alors, si les chiffres augmentaient comme ça tous les jours, est-ce que le CHR Lomé commune ne risque pas d'être débordé? Professeur? Merci. Pour l'instant, je crois que même si on ne vous le décrit pas, le nombre de lits au CHR Lomé commune est supérieur à 50 lits. Le directeur n'est pas là pour donner la capacité exacte de cet hôpital. Ce qui est peut-être plutôt intéressant, c'est de savoir qu'au-delà des médecins infectiologues, aujourd'hui, il est question de former déjà d'autres médecins pour que, en cas de nécessité, ceux-là puissent venir en appoint. L'autre chose, c'est les prélèvements. Cela a déjà commencé, les techniciens de laboratoire, il y a une cascade de formation qui est faite déjà pour que toutes ces personnes-là soient un peu prépositionnées, de sorte que s'il y a une suspicion, il y a un cas à prélever, qu'on ne dise pas « je n'ai pas été formé, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire ». Et en termes de capacité diagnostique, en ce moment c'est l'INH, c'est ce que je vous ai donné, mais il est en train d'être envisagé de renforcer les plateaux techniques dans les 6 régions du pays, et comme nous l'avons souhaité, de sorte qu'un cas ne puisse pas quitter une région pour une autre région. Et ça, nous avons déjà travaillé sur cette question. Parce que, comme on le dit, les plateformes qui aident au diagnostic de ce virus existent, mais peut-être il faut compléter, il faut faire un complément au niveau du plateau technique pour être plus performant. Merci. Un cas qui nous arrive d'un auditeur, est-ce qu'il y a des cas qui se sont révélés négatifs? Oui. C'est-à-dire des personnes suspectes pour lesquelles le test a été fait et c'est revenu négatif. Oui. Merci. La question d'un autre auditeur, le cas qui est guéri, est-ce qu'il est déjà rentré chez lui à domicile? Bon, ce cas est quand même, quoique guéri, pour des mesures, j'allais dire, de prudence, et continue d'être suivi. Merci, professeur Salou. Merci pour votre disponibilité, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Après Joël et moi, c'est à présent l'heure pour vous d'affronter les auditeurs. Eh bien, chers amis, le professeur est à votre disposition. Merci de faire bref, concis et net. Vous avez 1 minute pour exprimer votre préoccupation, votre commentaire, pourquoi pas votre question. Soyez bref pour que nous puissions nous enrichir par un maximum de personnes. Le premier auditeur déjà en ligne, le temps qu'il arrive, je rappelle que c'est le professeur Salou, microbiologiste, qui est notre personne ressource aujourd'hui. Oui, bonjour l'ami en ligne. Bonjour. Oui, c'est monsieur Joseph Muller. Joseph Muller, oui, nous vous écoutons. Citoyen togolais. Oui. Juste vous rassurer que vous faites du bon travail et aussi renforcer le système d'information à travers les médias. J'ai vu que la HAC, le CONAC et toutes les structures du système d'information du Togo en alerte pour apporter un appui conséquent. Et j'estime que le Togo fait beaucoup d'efforts parce que j'ai vu un peu au front du côté de Bria, de Bangassou ou de Lubangui-Chari dans la lutte contre la rougeole, la polio et aussi de l'Ebola. Et en tant que spécialiste en communication qui a été au front, j'estime que le Togo fait beaucoup d'efforts qu'il faut encourager.
et surtout impliquer davantage nos communicateurs à travers le pays et que les structures mises en place par l'État congolais puissent être rassurantes et permettre à chaque citoyen d'être discipliné, je veux dire imposer l'autodiscipline pour que nous puissions confiner, parce que moi, quand je vois l'évolution en termes des personnes infectées ou des cas suspects, je crois qu'on fait beaucoup d'efforts. Il faut respecter les injonctions de l'État et que chaque citoyen soit responsable et apporter sa pierre à pouvoir barrer la route. Merci, Joseph. Merci à vous et beaucoup de courage à tous ceux qui sont en première ligne, parce que moi j'ai vu en RDC le personnel soignant qui sont tombés devant l'Ebola. Je crois que ici nous devons encourager ceux qui sont en première ligne. Merci Joseph Muller. Nous excusons pour la qualité qui n'était pas des meilleures, mais Joseph Muller, c'est un volontaire des Nations Unies qui a travaillé dans la communication sur des épidémies, notamment en RD Congo et en Centrafrique. Il sait ce dont il parlait. Au suivant, Monsieur Boukari, bonjour. Il est parti, mais il va revenir. Donc le témoignage de Joseph Muller qui disait que les mesures prises par le Togo sont déjà assez bonnes et qu'il revient maintenant à l'État d'être plus ferme et surtout aux citoyens d'être plus disciplinés, et ainsi nous aurons des chances de nous en sortir. L'ami Combatté, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass, bonjour à vos collègues. Oui. J'ai deux préoccupations. La première, elle est celle-ci. Et ces derniers temps, malgré que le virus fait ravage, les forces de sécurité ne cessent d'arrêter les violeurs de feux rouges et autres, et ça crée des attroupements. Est-ce que ce ne sont pas des actes à éviter ces derniers moments? Éviter quoi? Éviter de violer les feux rouges ou bien non, éviter que ce n'est pas ça, le feu rouge ne doit pas être violé, mais quand on arrête les gens, prendre leurs engins, oui, ça crée des attroupements. Merci. La deuxième préoccupation? La deuxième est que, est-ce que des mesures sont prises pour me faire en sorte qu'ils sont en conflit avec la loi? Merci. Et aussi pour ceux là qui peuvent peut-être être dans les commissariats et autres en voie d'être déférés. Merci. Professeur, rapidement, les policiers qui arrêtent ceux qui violent les feux rouges et ça crée des attroupements. Merci. De façon, vous voyez que je ris. Je crois que la pandémie Covid-19 ne doit pas être l'occasion pour que nous devenions des indisciplinés pour le non-respect du code de la route. Mais en même temps, les mesures seront toujours les mêmes. C'est de s'arranger pour éviter qu'il y ait des attroupements. Il faudra que les uns et les autres s'emploient à faire respecter, quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, à faire respecter ces mesures de petits nombres pour éviter des grands groupes. Merci. Pour vous compléter, quand nous parlons de mesures de discipline, c'est des disciplines liées aux valeurs et qui sont transversales à tous les domaines de la vie. Il a également posé la question sur ceux qui sont en prison et ceux qui sont sur les lieux de détention. Oui, c'est une question pertinente. Je crois que les premières mesures sont les mesures d'hygiène à appliquer. En attendant, vous avez vu que les choses sont évolutives. Comme disait tout à l'heure votre confrère, c'est seulement le samedi que nous avions aménagé cet hôpital pour recevoir les cas confirmés. Je pense que progressivement, les mesures vont être prises. Et je voudrais rappeler quelque chose. Nous sommes tous, comme quelqu'un l'a dit, en situation de guerre sanitaire. Et donc, de telles émissions sont les bienvenues. Cela nous permet aussi de voir les points sur lesquels peut-être, pour le moment, on n'a pas encore mis beaucoup l'accent. Merci. L'auditeur suivant, c'est l'ami Komi. Bonjour. Bonjour, Sasseur. Oui. J'ai deux soucis. Le premier, c'est à Joël. Il y a eu une lettre ouverte de 67 journalistes, si j'ai bien noté l'émission. Est-ce que les 67 en question, là, pour question de solidarité, peuvent
suspendre leur parution pour une semaine pour démontrer leur désavou aux décisions de la Hague. Ça, c'est le premier souci. Le second souci, c'est au professeur. Les cas révélés hier datent du 14 mars, la venue de cette personne qui vient avant la première décision du gouvernement. Je pose cette question pour les sujets contacts. À ce jour, on pense que c'est les Émidiaman ou bien les petites sœurs qui cotisent qui peuvent véhiculer la maladie. Mais je constate que les agents techniques, que ce soit de TDE, Togo Électricité, Togocom, sont sur le terrain et travaillent de maison à maison. Quand on parle de sujets contacts, et chaque jour, au lieu que le cas diminue, qu'on ne s'alarme pas, le cas plutôt augmente. Ça, moi, m'inquiète. Il n'a qu'à m'expliquer. Merci. Joël, d'abord, solidarité dans la presse? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, enfin, on était partis pour ne pas paraître, mais il fallait parler du coronavirus. C'est-à-dire qu'il fallait dénoncer ce qui ne va pas. Et seconde chose, il fallait également manifester notre indignation face à cette décision de la HAC par nos canaux. Raison pour laquelle on a paru. Sinon, la semaine prochaine, nous ne sommes pas dans les kiosques. Et sinon, presque pour 2 semaines. Et pour être solidaire avec nos confrères. La solidarité avec les confrères, mais nous sommes quand même en situation de guerre. Et en guerre, il faut faire passer l'information. On saura allier ceci et cela. Professeur, l'ami a également parlé des personnes contacts, les agents d'électricité, TDE et autres agents qui sont en contact permanent avec la population. Oui, c'est une très belle observation. Je pense, tout à l'heure, j'avais évoqué le cas des répétiteurs, qui pour moi, à s'y méprendre, c'est la même chose. Vont de ménage en ménage. Des mesures, lavage des mains, port de masque sont proposées, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les mesures sont évolutives. Peut-être nous serons amenés à suspendre le travail de ceux-là aussi. Mais là, c'est une mesure qui reviendra au sommet de l'État. Ce n'est vraiment, moi de ma position ici, pour le moment, ce que je veux demander, c'est l'observation des mesures qui ont été proposées pour ces différentes personnes. J'ai vu même à l'entrée de cette maison où on a même mis des bacs avec de l'eau pour se laver les mains à l'entrée comme à la sortie. Pour ces agents, il faut des mesures de protection, et comme ce que nous faisons déjà ici. Et si les répétiteurs, les agents viennent chez nous, observons la distance minimale d'1 mètre pendant que nous portons notre bavette. L'ami Kolani, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Pour moi, c'est la suspension des 2 journaux là. Si je comprends bien, aujourd'hui, nous tous, nous avons la tête comment faire pour combattre ce virus-là, Covid-19. Et ces journaux, supposons que c'était votre radio, ou bien 2, 3 radios, la RAC va suspendre à ce moment-là, et la lettre que l'ambassadeur envoie, il faut envoyer une lettre et disant que c'est tel article de la RAC qui te permet de porter plainte. Ça s'arrête là-bas. Le reste des mesures à prendre, ça regarde à la RAC. C'est pour vous dire que cet ambassadeur n'a qu'à comprendre, nous avons mis pied à l'école et nous parlons leur langue. Ils ne parlent pas notre langue. Donc il n'a qu'à comprendre qu'il n'est pas sur un terrain conquis. À ce moment-là, même il pouvait demander à la RAC d'annuler ça. Parce que si vous suivez Alternative, il est clair, en ce moment où il devait publier certaines choses pour que tout un chacun prenne des dispositions, et c'est à ce moment qu'on fait. La RAC même devait réfléchir que ça, c'est pas opportun. Ça ne nous ajoute pas. La guerre aujourd'hui, c'est la guerre de ce virus-là. Donc, c'est pour dire que la RAC n'a qu'à revoir ses copies. Pour l'ambassadeur, s'il nous écoute, n'a qu'à revoir la RAC pour que les 2 journaux-là apparaissent au plus tôt que possible. Merci pour votre aide. Merci Kolani. Nous passons la parole à M. Sandro. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sandro. Moi, je veux seulement demander une question au docteur. Oui, il vous écoute. Bon, à chaque moment, il nous parle des cas qui ne fait qu'augmenter.
nous voulons les prier aussi de nous donner au moins l'évolution des patients qu'ils ont hospitalisés. Pour qu'on arrive à suivre que leur cas ne s'aggrave pas. Bon, au moins s'ils peuvent nous donner aussi une idée sur ça, ça peut aller. La deuxième position, nous prierons au gouvernement de voir et de forcer encore les histoires de circulation en ville pour qu'on puisse réduire au maximum la contamination. Merci. Sinon, on risque d'avoir quelque chose de grave dans l'avenir. Merci, professeur. Oui. Il a demandé à avoir plus d'informations sur les patients hospitalisés. À ce jour, nous avons 0 décès et l'état quand même évolutif est bon chez ces patients-là. On continue de les suivre. Je vous ai dit, il y a un patient déjà déclaré guéri et on continue de les suivre. Mais la situation n'est pas... Ils sont sous surveillance. Et je présume, professeur, que il faut déconseiller aux familles, aux proches de vouloir rendre visite à ces patients chez vous. Oui, nous allons, peut-être c'est une opportunité pour rappeler que l'hôpital en général n'est pas un lieu, j'allais dire, festif. Il faut déjà limiter les visites à l'hôpital, même si c'est pas au CHR. Dans tout hôpital. Dans tout hôpital. Parce que pour nous, Africains, que nous sommes, quand vous avez un parent malade que vous ne le visitez pas, on a comme l'impression que c'est vous qui lui avez donné la maladie. Il y a aussi des patients qui vous tiennent rigueur que quand j'étais malade, vous n'étiez pas venu me saluer à l'hôpital. Voilà. Maintenant, coronavirus, comme l'a dit hier le professeur Iou, lorsque vous êtes déclaré positif, vous n'appartenez plus à votre famille. Vous appartenez à l'État. Et l'État se chargera de vous donner les informations. Merci beaucoup. Nous allons recevoir l'ami Kokou. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je dis bonjour à notre invité. Oui, il vous écoute. Super, monsieur Sass. Un de vos confrères a posé une question à votre invité, qui n'est pas la personne que je suis pour répondre à cette question concernant les 2 milliards. Mais je voudrais aborder dans le même sens pour demander à notre invité que... Les 2 milliards. Oui. Non, je ne veux plus parler des 2 milliards, mais on est aujourd'hui victime de quelque chose qui sort de leur secteur, c'est-à-dire du ministère de la Santé. Vous me suivez? Oui, allez-y. Alors, je voudrais demander au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère de la Santé même fait pour combattre le mal? Il faut qu'on laisse ce que l'État a dit qu'il va faire tout ça. Le ministère de la Santé même, qu'est-ce qu'il fait pour accompagner le personnel soignant? Parce qu'on rencontre aujourd'hui que c'est une faute sort pour demander des appuis à des gens. Qu'est-ce que le ministère fait? Merci. Nous avons dit que par discipline, chacun pose une seule question. Professeur? Oui. Qu'est-ce que le ministère de la Santé fait? Bon, je pense que je vous ai lu tout à l'heure un arrêté pour une cellule de crise sur les lieux de travail. Il y a la sensibilisation, il y a la formation, il y a les mesures à observer. Le ministère de la Santé, je vais répondre simple, fait beaucoup. Et d'ailleurs, le Synfort qui regroupe le personnel soignant, s'il y a des insuffisances, comme il a constaté, le Synfort s'est mobilisé pour faire appel. Avant coronavirus, on avait des insuffisances. Ce n'est pas en 3 mois que nous avons fait un miracle. Mais le ministère de la Santé fait ce qu'il peut. Et je crois que c'est l'occasion, même si j'aime bien les adages, le sel ne se dit pas salé, mais c'est l'occasion de dire que les gens font beaucoup. Merci. Nous recevons l'ami Paul. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment vous nous sentez? Bon, vraiment, je vous remercie d'abord pour tous les efforts que la radio fait pour pouvoir accompagner le peuple dans la campagne d'information. Je vous en prie. Mon problème se situe au niveau des mesures barrières. J'ai un véritable problème avec le fait que l'État recommande des mesures barrières, mais il n'y a personne officiellement dans la campagne de communication. Nous avons des radios, des télés, des journaux qui nous disent comment pratiquer ces mesures barrières. Nous avons différents types de masques. Personne ne nous dit dans une campagne officielle. Nous avons des sketchs, nous avons des humoristes. Quel masque il faut utiliser, lequel il faut éviter. Et ensuite, l'utilisation des masques. Quelle est la durée? Certains disent 3 heures, d'autres une demi-journée. J'étais à Togocel le samedi matin.
j'ai rencontré 8 personnes qui avaient un masque. Je me suis amusé à poser la question aux 8 personnes. Quelle est la durée? J'ai eu 8 réponses différentes. Parce que personne ne le sait. Ensuite, le lavage des mains. C'est sur les réseaux sociaux que nous apprenons comment laver les mains. Mais nous, vous savez la limite des réseaux sociaux. Chacun y va de sa bonne volonté, de son cœur. Mais l'État doit se charger de cette communication. C'est le rôle de l'État. Mesures barrières, d'accord, mais comment bien le faire, s'il vous plaît? C'est là ma préoccupation. Merci, professeur. Merci à cet auditeur qui a fait des suggestions. Je pense qu'il y a des réponses qu'on peut donner rapidement pour le port des masques. L'usage de ces masques, c'est 2 à 3 heures. Vous voyez que lorsque vous les mettez, vous transpirez, ils deviennent humides. Donc, à un moment donné, il faut les changer. Et ce qu'on voudrait rappeler, les gants, ce n'est pas le port tous azimuts de gants. Et les gants vont être réservés à des situations bien particulières. On a évoqué par exemple les caissiers ou à certains d'autres points. Pour le lavage des mains, on a demandé de se laver les mains pendant au moins 45 secondes. Professeur, ça sont des détails. Mais l'auditeur dit qu'il n'y a pas une personne au nom de l'État qui dirige toute cette communication. Votre micro est encore parti. Les techniciens secourent rapidement. Oui, professeur. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère duquel nous relevons, je crois que c'est cette cellule de communication de ce ministère qui m'a envoyé pour animer cette émission ce matin. C'est dire que quelque chose est en train d'être fait. Il va falloir renforcer. C'est pour ça que je dis, cet auditeur a fait des suggestions, a fait des propositions. Il va falloir le renforcer. Mais n'oublions pas qu'actuellement, beaucoup de choses ne se font que de façon virtuelle. On refuse les rassemblements, les contacts physiques. Il a parlé de sketch. Tout ça mérite d'être réfléchi, proposé. Mais je pense que au niveau du ministère de la Santé, le responsable de la communication, il y a un planning pour l'animation des émissions, pour sensibiliser la population. Merci. On va prendre le dernier auditeur aujourd'hui. C'est l'ami Marcel. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonne émission. Merci. Oui. Moi, je parlais, ma réflexion va plus au niveau de la discipline, s'il vous plaît. C'est la discipline. Sinon, si on regarde bien, ces mesures, ça se fait largement, mais moi je vois que c'est l'indiscipline qui est en train de nous amener jusqu'à ce point. Puisque l'État a déjà dit, limitons les déplacements, ou bien ces régions, ou bien ces préfectures, il ne doit pas avoir des déplacements. Maintenant, on accuse l'État, alors que quand l'État a dit, ne nous déplaçons pas. Le voyageur, lui, il bâcle ça, lui, il quitte. Arrivé au niveau du poste policier, le policier aussi oublie ce que l'État a dit, non, retournons à dit de ne pas aller, lui aussi laisse partir, et maintenant, nous accusons l'État aussi. Alors que l'État, c'est nous-mêmes. Là où ça est aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui en pâtissons. Maintenant, l'autre point, on a libéré les élèves, fermé les écoles. S'il vous plaît, ça, allez regarder un peu dans la rue. C'est ces mêmes enfants que les gens ont cousu les cache-nez, les masques, redistribués, les élèves, ils sont dans la rue en train de vendre. Mais on ne comprend même plus, nous les Noirs ou bien les Togolais, quoi. On ne comprend même plus. Merci Marcel. Professeur, donc l'État n'a pas fermé les écoles pour que les parents renvoient ses enfants dans la rue pour vendre des masques. Oui, mais ça, non, je rejoins cet auditeur qui parle de discipline, où on parle de confinement, il faut rester chez soi. Il n'y a pas 1000 façons de dire à quelqu'un, c'est dangereux. La maladie est autour de nous, restez chez vous. Ce qui reste, c'est la discipline, c'est ce qu'il a dit. Merci. Alors la dernière question, c'est un auditeur qui dit que un peu partout, il semble que ce sont les personnes du 3e âge. Et les grands malades dont l'immunité n'est plus si stable, qui sont plus exposés au coronavirus. Ici au Togo, est-ce qu'il y a des mesures spéciales envisagées pour ces personnes-là, 3e âge, et ceux qui souffrent des maladies comme le VIH, le diabète et autres grandes pathologies? Professeur? Merci. Pour
j'allais dire, pour ces comorbidités, ces personnes du troisième âge, ce que je voudrais rappeler, c'est que pour toute maladie virale, lorsque vous avez une immunité compromise, ou alors vous êtes d'un certain âge, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Donc, ce n'est pas propre au coronavirus. Et je l'ai dit tout à l'heure, par mesure de précaution, l'État a quand même fait un stock de sécurité pour cette molécule, dit-on, qui marche, pour que lorsqu'on se retrouverait dans des cas pareils, on ne puisse pas hésiter à utiliser ces molécules. Et pour ces personnes-là, l'équipe de prise en charge mettra beaucoup plus, j'allais dire, les moyens connexes pour aider. Merci. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Professeur qui a eu à parler durant tout ce temps-là, ils devaient être deux, mais c'est lui seul qui a pu se montrer disponible. Professeur, je passe par vous pour lancer cet appel. Nous recherchons vivement un psychologue ou un psychiatre pour l'émission de demain, parce que nous constatons un peu partout que cette maladie crée déjà des problèmes, un peu d'affolement, un peu de psychose dans les esprits. Nous souhaitons vivement avoir comme invité demain un psychologue ou bien un psychiatre. Nous avons du mal à trouver, si vous pouvez nous y aider, professeur. Merci, monsieur Sass. Je crois que notre devoir, c'est de rendre compte, et nous allons rendre compte à la cellule chargée de la communication. Et l'autre chose, déjà, l'appel est lancé. Les uns et les autres l'ont entendu. Et cela rejoint ce que nous avons dit au début de l'émission. Il appartient à chacun de faire sa part. Si je suis psychologue et que je peux aider, quand l'FM a besoin de moi, il faut que je me rende disponible. Merci, parce que les trois psychologues que nous connaissions, nous avons du mal à le joindre. Une bonne volonté, psychologue, psychiatre, qui se connaît un peu dans les états d'âme des foules, parce que un peu partout, on craint que la prochaine pandémie serait l'affolement, la psychose, qu'un spécialiste vienne nous dire ce qui est, en même temps ce qui n'est pas. Joël Kossi-Vignon-Ega, vous avez pris un risque, quitter votre maison pour venir animer avec nous. Je vous en suis reconnaissant. Merci. Je crois que c'est aussi ça, le devoir citoyen. Merci. L'occasion également pour moi de m'excuser auprès des confrères. Depuis lundi, pour respecter les mesures barrières, nous faisons en sorte que le nombre au studio soit vraiment limité. Je sais qu'il y a bon nombre de confrères qui sont disponibles, mais que nous mettons au repos forcé. J'espère qu'ils comprennent et le studio va retrouver son animation habituelle quand par notre discipline et par le travail du corps médical et également par la volonté de Dieu. Lorsque nous aurons triomphé de cette épreuve, nous reviendrons à l'ambiance normale. Eh bien, professeur, merci encore une fois. Et on n'a pas tout dit, mais on a quand même dit deux choses. Alors, quelle conclusion pouvez-vous établir au thème de cette émission? Merci, monsieur Sass. C'est encore vous remercier pour l'opportunité de toucher la population et insister auprès de cette population. Le maître mot, c'est la discipline. Soyons disciplinés, respectons les mesures qui ont été édictées à notre endroit. Cela est dans l'intérêt de tous. Merci encore une fois et par-delà vous, merci au ministère de la Santé et encore une fois tous nos encouragements au corps médical, aux journalistes également qui se révèlent les soldats, parce que c'est une guerre et nous jouons notre part. Joël Kossi-Vignon-Ega, votre carton de fin d'émission? Non, mais le carton c'est jaune à l'endroit du ministère de la Santé. Il faut que le ministère associe ou vraiment son panel de médias. Et pour qu'on ne joue pas à ce à quoi on assiste de la part de certains ministères où ils ne prennent que des journaux proches du pouvoir pour communiquer. Il faut qu'on arrête cette ségrégation parce que dans cette guerre, nous sommes tous embarqués. Et il faut donc qu'on aille au-delà de la ségrégation, du militantisme, etc. et du politique pour faire quelque chose d'inclusif, quelque chose de grand au bénéfice de tous les Togolais. Merci le ministère de la Santé, notre ami Victorien Banassim. Il va encaisser ce carton et
le traduire devant le ministre pour les mesures adéquates en ce temps où l'information doit être vraiment inclusive et atterrir dans toutes les oreilles. Et pour terminer encore une fois cette pensée du jour, c'est Mazouz Hassan qui a écrit que la maladie nous apprend qui fait le bonheur, l'argent ou la santé. Bon appétit et à demain jeudi 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.